Donc on va passer au point suivant, donc, qui est l'élément important de notre conseil municipal, puisqu'il s'agit du rapport d'orientation budgétaire. Donc une présentation qui va reprendre certains points déjà évoqués dans cette séance. La présentation va être assurée par Hervé Lenné. Alors vous avez à la fois le diaporama qui est projeté sur l'écran derrière moi, mais vous avez également un document papier de façon à ce que vous puissiez suivre de manière plus aisée cette présentation. Hervé, à toi. Donc je vous passe les points du préambule. Vous savez tous que dans les communes de 3500 habitants et plus, il doit y avoir une présentation et un débat d'orientation budgétaire dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget. Le vote du budget aura lieu début avril. Donc fin février, nous pouvons donc présenter ces orientations budgétaires et un débat sera ouvert, mais ce débat sera sans vote, mais fera l'objet d'une délibération. Donc vous avez plusieurs points. Le premier point, c'est un contexte économique mondial, européen et national. Donc vous avez des données par rapport à la croissance en 2016-2017 et des prévisions pour 2017. Le produit intérieur brut dans l'ensemble du monde augmente sensiblement. Aux États-Unis, il augmente entre 1,60 et 2,10. En Chine, on avait une croissance à 2 chiffres, une croissance qui dépassait 10%. La croissance en Chine diminue, alors qu'en France, elle augmente sensiblement. On était à 1,10 en 2016 et la croissance est estimée à 1,70 en 2018. Les prix à la consommation, qui étaient quasi nuls en 2016, augmentent quelque peu. On retrouve un taux d'inflation plus habituel, de l'ordre de 1,10% en 2018. Slide suivante, c'est le déficit public, à la fois l'État, les collectivités territoriales et la fonction publique hospitalière. Le déficit public qui, de par les engagements européens, doit être inférieur à 3%. Les 3% devraient avoir été obtenus, un déficit inférieur à 3% en 2017 et une prévision encore inférieure à 3% en 2018. La dette publique, État, collectivités territoriales et collectivités hospitalières, approche les 100%. Mais il est prévu en 2018 une stabilisation. En ce qui concerne les collectivités, la loi de finances a été votée à la fin du mois de décembre 2017. Il prévoit un maintien de la dotation globale de fonctionnement, une mise en œuvre du pacte financier. Alors nous, Ville d'Avranches, on ne sera pas concerné directement par ce pacte concerné. Ce sont les 340 villes de France les plus importantes qui devront signer un contrat avec l'État pour limiter les dépenses. La limitation des dépenses recommandée est de l'ordre de 1,20% entre 2017 et 2018. La loi de finances prévoit également une augmentation des dotations péréquatrices du fonds de soutien à l'investissement local, prévoit une exonération partielle et progressive sur 3 années de la taxe d'habitation, une automatisation du fonds de compensation de la TVA et une revalorisation de la dotation pour les titres sécurisés. La réforme de la taxe d'habitation, alors il est intéressant de noter que sont déjà exonérés de taxe d'habitation sur la ville d'Avranches 29% des foyers fiscaux et en 2020, d'après les estimations, seront exonérés de taxe d'habitation 87% des foyers fiscaux de la ville d'Avranches. Donc ce qui fera 58% de foyers nouvellement exonérés. Stabilité des recettes, taux des impôts locaux. Donc, on le disait tout à l'heure, les taux de fiscalité
ont baissé en 2017 et seront maintenus en 2018. Il n'y aura pas d'augmentation du taux d'imposition. Le taux de taxe d'habitation, pour ceux qui devront payer 100% de la taxe d'habitation, le taux sera de 20,65%. Le foncier bâti sera en 2018 de 25,85%. Et le foncier non bâti de 25,79%. Les recettes fiscales que sont les produits de taxes foncières et de taxes d'habitation sont stables. On a eu ici une évolution depuis 2014. Et donc vous voyez en 2017 une baisse sensible, mais qui est compensée par l'attribution de compensation de la communauté d'agglomération. Alors on n'a pas encore communication des chiffres pour l'année 2018. On peut penser que les recettes fiscales de l'année 2018 seront stables et seront identiques ou sensiblement identiques à celles de l'année 2017. Précisément, les compensations de la communauté d'agglomération suite au transfert de compétences. Donc vous avez un relevé du montant de ces attributions. Entre 2006 et 2012, il n'y a pas eu de transfert de compétences, donc le montant de l'attribution de compensation n'a pas varié. Par contre, 2013, il y a des compétences qui ont été attribuées à la communauté de communes de l'époque, 2014 également. Et là, 2016, il y a des compétences qui sont revenues au profit de la commune. Et en 2017, l'exonération la diminution par contre des taux qui a fait l'objet d'une compensation voit le montant de l'attribution de compensation augmenter sensiblement au cours de l'année 2017. Les dotations de l'État, en ce qui concerne la dotation forfaitaire, donc ça c'est un point qu'on n'a peut-être pas suffisamment évoqué tout à l'heure. Les recettes provenant de l'État ont diminué sensiblement en ce qui concerne la dotation forfaitaire. En 2014, la dotation qu'on appelle DGF s'est élevée à 2 192 000 et elle est passée à 1 686 000. Ce qui fait une baisse sensible. Par contre, les autres dotations, et notamment la dotation due à la politique de la ville, ont sensiblement augmenté, ce qui fait que globalement, les dotations qui proviennent de l'État au profit de la ville ont quelque peu augmenté. On est passé de 2 632 000 à 2 724 000. On ne connaît pas encore le montant des dotations pour 2018. On devrait les avoir dans les jours ou les semaines qui vont précéder le vote du budget début avril. Comme on l'a dit tout à l'heure, les dépenses de fonctionnement font l'objet de maîtrise. Et alors là, j'en profite pour féliciter et remercier l'ensemble des services qui veillent à contrôler et à maîtriser l'ensemble des dépenses. Donc aussi bien les chefs de service que les adjoints référents. La règle essentielle en ce qui concerne le fonctionnement est de limiter les dépenses au plus juste. Et donc cette année, il y a une petite différence due au rattachement tel que la Chambre régionale des comptes l'avait préconisé. Donc on a des chiffres de dépenses de fonctionnement qui ont augmenté en 2017, mais je vous disais, pour certaines dépenses, notamment, on l'a dit tout à l'heure, la cantine, le chauffage, il y a un dépassement dû à un exercice qui porte sur 13 mois ou 14 mois sur certaines dépenses. Ce rattachement à l'exercice n'est pas complètement terminé. Il y a encore des dépenses, notamment de fluides, électricité, eau, qui n'ont pas encore fait l'objet de rattachement. Et on retrouvera ce même phénomène l'année prochaine. On l'a vu tout à l'heure, l'investissement est développé avec un recours à l'emprunt. En ce qui concerne l'investissement,
on a un décompte de réalisation depuis 2014. Donc ça, ce sont toutes les recettes d'investissement. Et on a une épargne réalisée. Donc on l'a vu tout à l'heure, l'épargne effectivement a tendance à diminuer, mais reste conséquente. Et comme l'a dit Monsieur le maire, la Chambre régionale des comptes nous avait fait la remarque en disant que le montant de l'épargne était sensiblement trop élevé par rapport aux nécessités et aux besoins de la ville. L'encours de la dette, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, vous avez un tableau et vous voyez qu'effectivement, si l'encours augmente depuis 2014, il n'empêche qu'il est maintenu au même niveau que 2013. Mais c'est un choix délibéré, on l'a dit, que de voir l'encours de la dette revenir au même montant que 2013. L'évolution des intérêts, alors il y a différents emprunts souscrits il y a plusieurs années à l'époque où les taux étaient relativement élevés. Ces emprunts arrivent à échéance, et ce qui fait que l'évolution des intérêts, on l'a vu tout à l'heure dans les dépenses, diminue sensiblement. Ce qui est une bonne chose et intéressant pour la ville. L'encours de la dette, il est clairement établi dans le tableau que dès l'année prochaine 2019 et les années suivantes 2020, 2021, 2022, cet encours diminue sensiblement et nous laisse une capacité d'autofinancement relativement confortable. Alors, je ne sais pas les derniers mois. Non, il m'en manque. Oui. Ah, ben merci. On a vu ça. Recette, je l'ai vu. Encours, évolution, encours. Vous avez un rappel des investissements réalisés entre 2013 et 2017. Et là, on note sensiblement une augmentation des investissements, comme on l'a dit tout à l'heure. Les investissements prévus pour l'année 2018, là on rentre dans le concret, ça devient plus intéressant. La première colonne, c'est 4 classifications, 4 types de dépenses et 4 types de projets qui ont fait l'objet de réflexion de la part de la municipalité. Si on recense les principaux projets qu'on verra au cours de l'année 2018, il est prévu une étude pour une épicerie sociale et solidaire, des dépenses dans le cadre de la politique de la ville. En ce qui concerne le volet patrimoine, il y aura des dépenses réalisées pour le compte des musées et du patrimoine. Dans le volet qualité de vie, la ville continuera à réaliser des travaux de voirie courants. Le rajout Bergevin, c'est le jardin Bergevin qui doit se terminer au cours de l'année 2018. Une étude sera réalisée pour le réaménagement de la place Carnot ou place du Jardin des Plantes. Le poste important, on l'a dit tout à l'heure, ou les postes importants, ce sont des travaux de rue de Verdun et boulevard Pasteur. Vous noterez que ces travaux sont subventionnés à hauteur de 100 000 € pour la rue de Verdun, ce qui est relativement faible. Le reste à charge de la ville est relativement élevé. 790, non, je présume que oui, vous avez tous rectifié. En ce qui concerne par contre les travaux du boulevard Pasteur, qui s'élèvent à 460 000 €, il y aura une participation notamment de la région, puisque ce boulevard donne sur le lycée Littré. Il est prévu de continuer à réaliser des travaux d'accessibilité et il est prévu des travaux ou de réflexion sur l'aménagement de la rue qui borde ou du chemin de Pivette à hauteur de 5 000 €. Pour les services, un investissement courant est prévu à hauteur de 578 300. Donc les dépenses prévues pour la ville, les projets d'investissement peuvent être évalués
à une somme de l'ordre de 2 427 000 euros. En conclusion, la ville s'engage à maintenir les taux de fiscalité tels qu'ils sont depuis 2017. Suite à l'impact de la neutralité fiscale de la communauté d'agglomération, il est prévu une application du mécanisme gouvernemental de dégrèvement de taxes d'habitation, non pas pour 80%, mais pour 87% des foyers fiscaux avranchinés. Et M. Morazin l'a précisé tout à l'heure, à Avranches, il y a des habitants de conditions modestes. Ben, c'est bien la preuve, puisque la ville d'Avranches... 87% des foyers fiscaux seront à terme exonérés de taxes d'habitation. Il est prévu également le maintien, voire la diminution des dépenses de fonctionnement, et il est prévu un maintien d'un haut niveau d'investissement. Un équilibre budgétaire, ça c'est la règle, en fonctionnement à hauteur de 11 550 000 et en investissement à hauteur de 5 800 000. Le budget des affaires économiques ou le budget TVA, ce budget a été créé particulièrement pour l'opération Blanchet. Ce budget devrait normalement être clôturé d'ici la fin de l'exercice. Je le disais tout à l'heure, 2 locations sont soumises à TVA. Une location STE, c'est un local qui est rue de Saint-Brice, et le bâtiment La Poste, rue Saint-Gervais. Ces 2 locations devraient continuer à payer leur loyer en 2018 et les recettes interviendraient dans le budget général. Merci. Merci Hervé pour cette présentation. Donc encore une fois, le débat d'orientation budgétaire ou le rapport d'orientation budgétaire est un temps obligatoire dans nos conseils municipaux partout en France, dans nos conseils communautaires également. Donc pour le conseil communautaire, je le rappelle, ce débat d'orientation budgétaire a eu lieu jeudi dernier. Donc c'est un temps de débat. Vous avez eu beaucoup de données chiffrées, beaucoup de graphiques qui font un état des lieux à la fois de la situation financière de la commune, mais aussi les perspectives que nous souhaitons donner en termes d'investissement, de fonctionnement à notre collectivité. Donc à vous la parole si vous souhaitez intervenir. N'hésitez pas. Oui, Émilie Capel. Concernant le budget, je tiens aussi à dire que c'est un travail aussi de tous les services de la ville pour maintenir aussi le 0,12 justement sous cette barre. Enfin voilà. Tout le monde est impliqué pour cette bonne gestion de la ville. C'est vrai que ce travail de maîtrise des dépenses, d'une manière globale, dépenses de fonctionnement, tu parlais du 0,12, donc là c'est notre masse salariale, mais maîtrise des dépenses de fonctionnement des services, c'est un travail au quotidien de nos services, qui aujourd'hui comprennent bien l'intérêt de maîtriser les dépenses, de ne pas dépenser l'argent de manière irréfléchie, mais au contraire en tenant compte des contraintes de leur employeur, donc de la commune. Ça, c'est encore une fois, c'est pas propre à Avranches. Je crois que les médias nationaux nous font écho assez souvent désormais de ces contraintes qui pèsent sur nos communes. Donc ce que nous faisons au quotidien, c'est simplement maintenir à flot nos services publics, maintenir une masse salariale qui est supportable pour la collectivité et surtout, encore une fois, lorsque c'est possible, et pour Avranches, c'est possible de le faire, préserver un taux d'investissement digne de ce nom, permettant de répondre aux besoins des habitants, mais aussi de la ville en tant qu'objet urbain, qui nécessite d'être régulièrement repensé, retoiletté. On parle beaucoup d'accessibilité. Je pense que la question de l'accessibilité est particulièrement prégnante, notamment dans les 2 grands chantiers que nous aurons à conduire cette année, à savoir la rue de Verdun, qui est un axe particulièrement important pour la ville, qui permet de relier le quartier du collège, pour faire simple, la rue de Changeon, au boulevard du Luxembourg, avec une desserte qui doit être vraiment travaillée. Les plans que nous avons fait réaliser vont dans ce sens. Donc des cheminements sécurisés pour les enfants, les plus jeunes, qui vont de leur lieu d'habitation vers leur établissement scolaire, mais aussi vers les équipements sportifs que sont la piscine, le stade,
Donc ça fait vraiment partie des grands enjeux de demain pour des villes comme Avranches. Le boulevard Pasteur est un autre exemple, avec un dossier qui aboutit enfin cette année et qui est problématique depuis de nombreuses années, avec une cohabitation souvent très difficile entre les bus, les véhicules des parents qui viennent déposer leurs enfants et puis les enfants qui eux-mêmes sont à pied et parfois ont du mal à respecter des règles simples de sécurité. Donc on va, avec la région, et là je remercie très sincèrement les services de la région et les élus régionaux qui ont été particulièrement bienveillants dans le dialogue que l'on a mené avec eux pour aboutir ce dossier, puisqu'on arrive à un cofinancement à hauteur de 50% sur la conduite de ce dossier. Donc derrière ces grands chantiers, il y a aussi les services techniques de la ville qui travaillent de manière particulièrement volontariste. Donc tout ça se fait en bonne intelligence, j'ai envie de dire, entre les collectivités partenaires, les services de la ville, la volonté des élus de pouvoir donner des orientations. Et tout ça, encore une fois, dans des contextes budgétaires qui sont parfois un peu difficiles. Avez-vous envie d'intervenir sur ce rapport d'orientation budgétaire? N'hésitez pas à prendre la parole. Je sais que beaucoup de choses ont déjà été dites lors de la question numéro 3, mais elles peuvent être redites. Monsieur Morazin. Je souligne quand même que les dotations et le concours de l'État n'est pas en perte. Il est maintenu à 2 700 000 €, alors qu'il était à 2,6 millions, il est même en progrès. Donc effectivement, on ne peut pas, si on est un peu honnête, reprocher à l'État de ne pas nous verser des sommes, puisqu'apparemment, il les augmente. Et oui, nous y avons travaillé, monsieur Morazin. Eh oui. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Eh oui. Enfin, cela dit, on a quand même pas mal perdu au cours des années précédentes. On ne peut pas dire que l'État ne donne pas... investissement des services, 578 000 €, c'est une somme importante. J'en prends acte. Ça concerne quoi exactement? Ah, monsieur Lenné a besoin de plus... Investissement des investissement des services, monsieur Lenné. J'ai rien dit, monsieur Lenné. 578 000 €, c'est quoi? Alors, ce sont les besoins courants d'investissement. Vous savez que dans le budget... Il y a peut-être des projets importants, c'est pour ça que Non. Vous savez, c'est le renouvellement du parc automobile, par exemple, le renouvellement du parc informatique. Rassurez-moi, vous n'allez pas vous offrir une belle voiture, quand même. Ah non, vous savez, moi j'ai ma 2 chevaux qui me suffit amplement. Vous êtes en grande forme, monsieur Morazin? Mais je suis toujours de bonne humeur. Mais pourquoi Non, mais sérieusement, la question Est-ce que vous me voyez en réunion pas de bonne humeur, madame? Franchement. Parfois un peu... Dès qu'on vous pose des questions sensibles, on devient agressif. Soyez pas quand même. Voyez. Monsieur Morazin, je vais vous répondre. Ayez de l'humour. Donc vous connaissez bien le fonctionnement de nos collectivités. Oui, l'investissement, ce sont certes des travaux dont on vient de parler à l'instant, mais ce sont aussi des biens qui sont acquis pour le bon fonctionnement des services. Ça peut être du matériel de travail, des outils, des véhicules. Donc bien évidemment, chaque service, avant on va dire, le montage du budget, est sollicité, fait remonter ses besoins, puis ensuite, bien entendu, de façon à ce que le budget que nous voterons d'ici quelques semaines soit sincère et véritable, eh bien, ces propositions font l'objet d'arbitrage. Voilà. Donc là, le montant qui est donné ici est un montant estimatif qui va encore être affiné au cours des semaines qui viennent. Non, mais n'y voyez pas un mal. La somme étant importante, peut-être qu'il y aurait eu un projet important derrière. Donc c'est tout simplement ça. Non, si vous comparez aux années précédentes, on est grosso modo dans des sommes cohérentes. Et puis les besoins d'une année à l'autre ne sont pas toujours les mêmes. Quand vous achetez une voiture une année, le besoin n'est pas forcément le même l'année suivante. Et pour finir, bien sûr, je reviens sur la dette de la ville. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous espérez réduire cet endettement l'année prochaine, bien sûr, sous condition que vous ne refaites pas d'emprunt, monsieur Lenné, sous prétexte que l'argent ne sera pas cher. Je ne serais pas forcément très optimiste. Je crains qu'effectivement l'argent devienne plus cher. Et donc, si on n'avait pas emprunté cette année 2017 de manière importante, on aurait pu le regretter. Il faut savoir saisir des occasions. Vous voyez que l'investissement là est prévu être plus modeste et on aura l'obligation de souscrire un emprunt, bien sûr, mais je pense un emprunt d'un montant moins élevé. Et encore une fois, on pourra se féliciter en 2017 d'avoir profité de la conjoncture. Monsieur Morazin. Face à la situation qui consiste à ce que de moins en moins d'Avranchinais puissent être solvables, si je peux m'exprimer ainsi, est-ce que, avoir une solvabilité... Quelles sont ressources
Je vous demande. Écoutez, ils ont une solvabilité, solvable, c'est pas le terme qu'il faut utiliser. Alors ils ont une imposition peut-être qui sera plus faible, peut-être. Est-ce que on n'aura pas des problèmes de remboursement finalement? C'est là le risque. Honnêtement, aujourd'hui, alors là, c'est une question qu'il faudra poser au Trésor public, bien évidemment, sur le recouvrement finalement de l'impôt. Mais d'après les informations que nous possédons, nous sommes dans des moyennes, dans des taux de recouvrement qui sont tout à fait normaux. Il n'y a pas de difficulté particulière à Avranches pour recouvrir l'impôt. Certes, Avranches n'est pas une commune riche. Certes, le nombre de logements HLM, par exemple, est largement au-dessus des moyennes nationales ou des taux qui sont réclamés par la loi. Néanmoins, je pense que les Avranchinais sont des gens qui s'acquittent de leurs impôts de manière tout à fait normale, ordinaire, au vu, encore une fois, de la strate de ville, de la région où nous sommes. Enfin, on est dans des choses tout à fait ordinaires. Mais je sais que j'ai cru voir que Christian voulait prendre la parole. Je voulais juste poser la question. Ça a l'air de vous passionner, cette question-là. Vous, quasiment à chaque conseil municipal, vous dites les gens s'appauvrissent à Avranches, ils ne sont plus solvables, etc. Est-ce que ça vous passionne cette question-là? Est-ce que vous pouvez nous citer vos sources, s'il vous plaît? Mais vous voyez vous-même dans votre débat d'auteur, vous voyez ce qui est écrit là quand même? Non, c'est pas des sources. Non, mais enfin vous. Non, c'est vrai que Monsieur Morazin, juste... Votre source pour dire que la population s'appauvrit sans cesse. C'est juste ça que je voudrais savoir. Nous savons très bien... Écoutez... Non, c'est vrai que il faudrait que vous puissiez nous donner des éléments statistiques, INSEE, qui... écoutez, je ne vais pas comme ça simplement vous donner ça rapidement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, alors je ne sais plus, je les rechercherai, mais actuellement, les revenus les plus importants actuellement ne sont plus les revenus financiers, ne sont plus sur les Avranchinais, ils sont sur les gens des communes environnantes. Les Avranchinais n'ont pas les revenus les plus imposants, les plus importants de l'agglomération. Et ce sont des données qui sont déjà connues et publiques. Je n'ai rien inventé et je n'invente rien, malheureusement. Je préférerais le contraire, je suis désolé de vous le dire. Monsieur David Nicolas, qui est président de l'agglomération, c'est très bien ce qu'il en est et peut contredire ce que je suis en train de dire ce soir. Non, mais disons que vous avez parfois des affirmations à l'emporte-pièce. Il faut nuancer les choses. Avranches est une commune qui n'est pas une commune riche. Il y a des communes limitrophes d'Avranches qui ne sont pas non plus des communes très riches. Vous avez d'autres communes qui ont des charges moins... C'est aussi la question des charges. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire qu'une commune est riche ou pas riche seulement sur la base du critère ressources de ses habitants. La ville d'Avranches n'est pas riche, en effet. Pourquoi? Non pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en logement HLM, ça n'a rien à voir. C'est parce que nous avons des charges de centralité qui sont particulièrement importantes. Je vais vous donner des chiffres que vous allez pouvoir retenir. La masse salariale de la ville d'Avranches, vous la connaissez, on est aux alentours de 6 millions d'euros pour un peu moins de 8 000 habitants aujourd'hui. L'unité urbaine d'Avranches, c'est 2 fois la population d'Avranches, environ 16 000 habitants, un peu plus même, puisqu'il y a un jeu de vases communicants. Avranches dépeuple un petit peu, mais les communes alentours, comme Saint-Martin-des-Champs, ont tendance à gagner en habitants. La masse salariale des 6 autres communes qui composent cette couronne avranchinaise est d'1 700 000 euros. Vous voyez, pour des populations dont le nombre est identique, le centre 8 000, la périphérie 8 000, vous avez un déséquilibre important avec 6 millions pour la ville-centre et 1,7 million pour les communes, la totalité donc des communes satellites. Ça signifie que voilà, il y a un déséquilibre dans ces charges qui sont portées par telle ou telle commune. Et en effet, Avranches, de par sa centralité, de par son histoire, est une commune qui est relativement plus pauvre, et je dis bien relativement plus pauvre, que ces communes voisines. Ça ne veut pas dire que les habitants d'Avranches sont nécessairement plus pauvres que les habitants des communes voisines. Il y a aussi une misère sociale dans les communes alentours. Il y a aussi à Avranches des gens qui ont les moyens, qui ont de belles maisons, qui payent des impôts importants. Mais tout ça est une question de perception globale et qui doit s'appuyer sur des éléments tangibles. Donc je comprends la réaction de Christian Cossec. Il faut éviter d'avoir des avis un peu péremptoires à l'emporte-pièce.
qui sont pas très utiles finalement pour notre bonne compréhension de l'écosystème avranchinais. Et là, je parle à l'échelle des 7 communes qui composent cette unité urbaine. Nicolas, tu voulais prendre la parole ? Oui, moi je voulais dire que j'étais un petit peu gêné en fait parce que j'étais en train d'entendre. Alors effectivement, tu as recadré le débat et c'est heureux parce que on était en train de partir dans un débat en stigmatisant ou en différenciant les populations selon leur lieu d'habitation au sein de la ville, selon leur lieu d'habitation dans le territoire, donc dans la commune ou alors dans les communes périphériques, avec des populations, en parlant vraiment quasiment de leur revenu fiscal de référence. Enfin, on en était là. Donc effectivement, tu as placé le débat à un niveau plus important, tu as pris de la hauteur pour dire que effectivement, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, le personnel, la population. Avranches est aussi riche du nombre de sa population, parce que la DGF et M. Morazin balayent comme ça en disant bon, finalement la DGF elle baisse, mais on s'y retrouve parce qu'il y a d'autres dotations. Oui, mais la DGF elle baisse quand même, elle baisse de 500 000 € depuis 2014. Donc effectivement, là, sur ce point, l'État aussi abandonne les communes petit à petit. Donc pour l'instant, il y a un gel dans la baisse de la DGF pour le moment, mais il ne faut pas, Monsieur Morazin, balayer comme ça d'un revers de main en disant que finalement, même si la DGF baisse, quand on fait le total des autres dotations que l'on va chercher, effectivement, on a une augmentation très légère de 100 000 €, enfin de 90 000 € de 2014 à 2017. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous avez parlé de la taxe d'habitation, Monsieur Morazin, dans une précédente question, mais elle était liée à celle-là, à la question numéro 5. Il faut encore souligner ici, à ce moment de notre conseil municipal, que pour l'instant, l'État s'est engagé à maintenir, en fait, à compenser les produits de la taxe d'habitation, et cette garantie est, me semble-t-il, pour 3 ans. Donc nous pouvons être assurés au moins pour les 3 prochaines années, mais ça ne nous empêche pas de nous inquiéter pour la suite, parce qu'on sait très bien que l'État, pour l'instant, pour faire avaler la pilule aux communes du fait qu'elles ne percevront plus le produit de la taxe d'habitation, donc effectivement tout ça est gelé pour 3 ans, c'est heureux, mais voilà, je partage au moins votre inquiétude, Monsieur Morazin, sur la baisse des produits de la taxe d'habitation, et surtout il faut mettre ça aussi en parallèle avec un État qui se désengage toujours et qui redonne des charges supplémentaires aux communes. Je prends pour exemple la charge du PAX, de la carte d'identité, des passeports, donc de nouvelles charges qui tombent dans l'escarcelle, ou en tout cas effectivement qui tombent dans les nouvelles compétences des communes, avec toujours moins d'argent pour celles-ci. Donc voilà. Pour prolonger ce que tu dis, Nicolas, c'est quand non seulement il y a une baisse des dotations, en tout cas un gel pour l'instant des dotations, avec des charges nouvelles qui sont données aux communes, mais surtout ce qui est dramatique, c'est qu'on supprime, et la taxe d'habitation est un exemple évident, les impôts locaux sur lesquels les communes ont un pouvoir d'augmentation de taux. On pourrait très bien imaginer que la ville d'Avranches, dans le cadre d'un projet ambitieux, de salle de spectacle ou autre, ou d'équipement culturel ou je ne sais quoi, décide d'augmenter sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans ces taux, de façon à lever un impôt qui permettrait de dégager des recettes utiles. Bien évidemment, avec la disparition de la taxe d'habitation, voilà un impôt sur lequel nous avions un pouvoir d'action qui disparaît. Donc finalement, les recettes des communes à l'avenir ne seront que des dotations. Voilà, on donne à la commune un montant et elle doit se débrouiller avec ça. La capacité que les conseils municipaux avaient jadis à lever l'impôt et surtout à moduler cet impôt en fonction des besoins, voire pourquoi pas à les baisser en cas de recettes exceptionnelles, eh bien n'existera plus. Donc on a, et ça c'est un discours qui est relayé de manière très, très forte par l'Association des maires de France, on a quasiment une sorte de mise sous tutelle des communes, mais aussi des communautés de communes et d'agglomérations, qui devient tout à fait problématique. Et ce sont des choses dont nous devons tenir compte dans nos débats d'orientation budgétaire, il faut le dire, il faut que tous nous en ayons conscience, car cela va considérablement changer la configuration de nos gestions budgétaires communales. Nicolas ? Pour prolonger très brièvement, effectivement, ce que tu évoques, c'est la libre administration des collectivités territoriales, les communes, les départements, les régions, stipulées dans l'article 72 de la Constitution. Donc effectivement, de tout temps, normalement, l'autorité
peut lever l'impôt, et c'est ce qui fait force d'autorité. Et comme tu viens de le dire, ce pouvoir est enlevé aux mains des collectivités territoriales et repris par l'État. Donc nous allons finalement dans un contresens de l'histoire. Il y avait un sens de l'histoire depuis les lois de décentralisation où les collectivités territoriales pouvaient s'administrer elles-mêmes. Et là, nous avons une reprise en main par un État peut-être de plus en plus régalien, et effectivement qui enlève du pouvoir aux collectivités territoriales, peut-être pour les imposer, finalement, pour leur imposer une certaine ligne, une certaine politique d'austérité, parce que si les dotations baissent, et si les communes, en l'occurrence, ce qui nous intéresse là, c'est les communes, mais les collectivités territoriales dans leur ensemble peuvent de moins en moins s'administrer, eh bien, si l'État est un État, n'ayons pas peur du mot, un État libéral qui prône une austérité des politiques publiques, les communes, même si elles ne le veulent pas, sont obligées d'aller dans ce sens. Donc effectivement, nous avons moins d'argent, nous devons quand même rendre des services, ce qu'on appelle encore des services publics auprès de la population, mais comment rendre des services publics auprès des populations en ce début de XXIe siècle si les communes n'ont plus les moyens financiers de le faire ? C'est une question grave, une question importante qui a été soulevée pendant la campagne présidentielle, pendant la campagne législative. Maintenant, nous sommes à 1 an de ce mandat présidentiel. Nous allons voir comment les années à venir vont se dérouler. Mais effectivement, il va nous falloir tous, élus locaux et citoyens, rester vigilants sur ces questions qui nous engagent à très long terme. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole concernant ce rapport d'orientation budgétaire ? Hervé. Juste une précision en ce qui concerne les dotations de l'État. Ce qu'on appelle la DGF, la dotation forfaitaire, diminue sensiblement. Alors que, effectivement, du fait de la politique de la ville, on a des dotations, notamment dotations rurales et dotations urbaines, qui, elles, sont apparues. Mais je prétends qu'il ne faut pas compenser l'une avec l'autre. Les dotations forfaitaires, la commune est libre d'utiliser ses fonds comme elle l'entend, alors que ce n'est pas vrai pour les dotations qui proviennent de la politique de la ville. Là, ce sont des dotations qui sont ciblées. Sur Ville-Avranches, il y a un quartier qu'on appelle le quartier Turfaudière. La ville doit rendre des comptes et ces fonds qui proviennent de dotations politiques de la ville doivent être consacrés précisément à ce quartier. Donc encore une fois, faire une compensation en disant vous perdez d'un côté, vous gagnez de l'autre, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole souhaitées ? Roland, Caro. Donc une petite remarque, je rejoins effectivement vos inquiétudes du point de vue du contexte. Après, concrètement, dans le débat budgétaire, on pourrait aussi souligner les choses concrètes qui sont faites et qui seront faites. C'est-à-dire, il y a eu un PPI. Je pense qu'on a longuement échangé sur justement ce qui était nécessaire de mettre en place pour la qualité de vie à Avranches, le vivre ensemble, le patrimoine, la qualité de vie, les investissements. Ce sont des choses qui ont une traduction très très concrète. Donc c'est vrai que derrière ces chiffres, derrière ces orientations budgétaires, il y a surtout justement notre volonté politique depuis déjà plusieurs mois, voire maintenant quelques années, de traduire ça en projet, un projet productif. Et on le voit, c'est visible. Donc j'inviterai les Avranchinais à regarder autour d'eux, parce que concrètement, la ville se transforme. Et c'est vrai que depuis 2014, l'argent, il n'y a pas que, on va dire, que des apparences. Il y a des choses très concrètes. Donc moi, je ferai cette remarque. Je suis plutôt satisfait finalement de cette concrétisation à partir de la gestion qu'on fait de l'argent public. C'est vrai que ça demande beaucoup de rigueur et en même temps, tous les débats qu'on a pu avoir se traduisent concrètement. Alors c'est vrai, peut-être pas à la vitesse qu'on le souhaiterait, mais ça, c'est presque normal. Donc voilà, j'avais cette remarque et je suis plutôt satisfait aujourd'hui de me rendre compte que toutes les heures qu'on a pu passer ensemble se traduisent par des choses très concrètes. Et plutôt équilibrées d'ailleurs, puisque je reviendrai, c'était un petit peu d'ailleurs mon souci à un moment donné, comment le patrimoine pourrait prendre une part trop importante par rapport au vivre ensemble. Alors c'est vrai qu'on n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous la même vision, mais les choses sont faites, on va dire, ensemble,
et j'allais dire de façon complémentaire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est posé la question de l'investissement en se disant comment investir pour que de façon assez transversale, on puisse tenir justement l'amélioration dans le domaine du vivre ensemble, le patrimoine n'étant pas un domaine réservé, mais un domaine où finalement le vivre ensemble peut être amélioré. On peut aussi retenir que la ville d'Avranches, d'ailleurs, pour ce que moi j'en entends à l'extérieur, est une ville où les gens ont envie de venir aujourd'hui. D'ailleurs, il y a quelque temps, j'ai échangé avec quelqu'un qui était dans le tourisme, qui me disait, tiens, la ville d'Avranches, eh ben, on s'y arrête, on s'y intéresse. Donc il y a aussi ça en plus depuis quelque temps qui émerge, et c'est vrai que le contexte économique pourra peut-être nous aider d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que l'État ou les dotations de l'État, il y a aussi des entreprises. Donc assez récemment, on peut se féliciter qu'on soit entouré d'entreprises qui investissent et qui ont finalement confiance aussi en cet avenir, qu'on construit ensemble. Donc voilà, c'était une remarque d'ordre général. C'est vrai que sur la dimension économique est importante pour une ville comme Avranches et pour un bassin de vie comme Avranches. On le voit bien, on a des entreprises qui sont dynamiques, des entreprises anciennes, qui sont bien implantées depuis de nombreuses années, voire plusieurs décennies. Et c'est vrai que quand une entreprise importante recrute, elle recrute une main-d'œuvre locale, ou qui est mobile à l'échelle du bassin de vie, mais aussi parfois des cadres qui viennent d'assez loin. Et ces cadres participent au renouvellement des populations. Ce sont eux qui rachètent les maisons qui sont disponibles, qui les rénovent. Donc c'est de la richesse induite pour la commune. Et je pense, et j'en suis intimement convaincu, qu'un cadre qui vient de l'autre bout de la France, je pourrais vous donner des exemples concrets, mais ce n'est pas forcément le lieu de le faire ce soir, qui vient en plein hiver vérifier si la ville où il va bientôt travailler est habitable, va être sensible au traitement urbain, va être sensible au traitement paysager de tel ou tel espace de la ville. Quand on vit dans un cadre quasi immuable, on ne fait plus trop attention aux abords immédiats où l'on habite. Mais cette notion presque touristique d'un passage furtif d'un cadre qui tout d'un coup se dit Avranches-Champlex, c'est là que je veux habiter, c'est là que je veux acheter ma maison, c'est là que je veux scolariser mes enfants, ça se joue sur une demi-journée. Si en effet la personne traverse la ville, alors certes la météo parfois peut rendre la chose un peu délicate, mais pour un peu qu'il fasse beau, que la personne passe au printemps alors que les massifs sont fleuris, alors que voilà, la ville est propre comme il faut, immédiatement la personne dit c'est là que je veux habiter. Donc c'est pour ça que, en effet, vous avez raison, Monsieur Morazin, de dire qu'après tout, le square Thomas Becquet, est-ce que c'était vraiment important ? Le jardin des Plantes, est-ce que c'est vraiment important ? Le jardin Bergevin, est-ce que c'est vraiment important ? En fait, non. Si on prend chacun de ces dossiers, on a le droit de se dire, non, il y a sans doute des choses plus importantes, des choses prioritaires. Pourtant, je peux vous assurer qu'une personne qui, lorsqu'elle veut s'installer à Avranches, prend la peine de se garer quelque part entre la place d'Estouteville et le jardin Valubert, et décide de marcher en famille, si la balade est agréable, si le jardin dans lequel il s'est posé sur un banc pendant quelques dizaines de minutes, il le trouve agréable, la partie est gagnée. C'est pour ça qu'on ne doit pas négliger ces dossiers qui peuvent apparaître parfois un peu futiles ou un peu accessoires. Surtout si, encore une fois, ils sont financés de manière assez confortable. Voilà, mais alors je suis content que vous ayez noté cette répartition en chapitres. On a un chapitre vivre ensemble, patrimoine au pluriel, qualité de vie, et on voit que finalement la plus grosse partie de notre engagement investissement, c'est bien cette dimension cadre de vie, dans lequel on travaille à la fois au traitement ordinaire finalement de nos voiries, de nos trottoirs, mais aussi à l'amélioration de certains espaces, soit pour des questions de sécurité et d'accessibilité, soit pour simplement des questions d'embellissement urbain. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole avant que l'on poursuive ? Sinon, je considère qu'on a fait à peu près le tour de ce DOB, comme on dit. Voilà, donc il n'y a pas de vote, bien entendu, simplement une prise de connaissance suite à un débat. Bien, eh bien, écoutez, je vous propose de passer au point suivant.